la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Tout à l'heure, Bastien disait que qu'on est tous parentés, et Colette aussi l'a rappelé. C'est une condition, c'est vrai, du rassemblement, mais à côté du rassemblement, il y a l'efficacité qu'il faut rechercher. C'est peut-être ça qui nous permet d'avancer. Il y a deux choses, comment il s'appelle, José et Jean-Jacques. Voilà, ont oublié peut-être de... Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont oublié de vous dire. Sur ce document, je vois nom, prénom, mail, téléphone, ville. Il y a une chose qui manque ici, c'est la profession. Ou la formation. Parce que c'est à travers, en fait, votre profession ou votre formation qu'on détecte vos compétences. Et c'est à partir donc de ces compétences qu'on est en mesure de faire appel à vous pour qu'on puisse mettre en place une meilleure organisation. Parce qu'en réalité, ce qui manque dans la diaspora, ce n'est pas la faculté de se rassembler, la preuve c'est qu'on est là, nous sommes quand même un certain nombre, mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer aussitôt après cette réunion? Nous allons repartir chez nous et nous allons retrouver en fait nous allons redevenir inconnus. Et ça va durer comme ça pendant 2-3 semaines, après on va se revoir. Et ça fait que même lorsqu'on a envie de faire la moindre chose, on est incapable. Lorsqu'il s'agit même rien que d'envoyer des livres, on a des difficultés à savoir non seulement les coordonnées de chacun, mais encore plus à qui il faut s'adresser. Or, le constat que j'ai fait depuis 10 ou 15 ans, lorsque je sortais de l'université, je pensais en fait que j'étais, comme dit le frère, hein, je pensais que j'avais atteint le summum de la connaissance. J'étais tout content et j'étais même assez... Bon, je suis toujours pédant, mais j'aimais bien, j'appréciais bien ce côté. J'appréciais bien me retrouver dans les salles et puis dire ce que j'avais envie de dire et me faire un peu admirer. Sauf que je me suis rendu compte que, en fait, quand il s'agissait de passer à l'action, j'étais incapable de gérer un projet. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller de me faire payer en fait une formation par le Conseil général des Hauts-de-Seine et le Conseil régional. L'un en commerce international, l'autre en gestion de projets internationaux, qui font en sorte que chaque fois que j'ai envie de gérer un projet, eh ben, je le structure. Lorsque Jean-Jacques parle de structuration, en fait, il veut parler d'organisation. Tout projet s'organise. Et nous avons ce défaut de ne pas être organisés. Pour exemple, prenons les Chinois, prenons les Pakistanais qui sont du côté de la gare du Nord, les Juifs, je n'ose même pas parler d'eux, qui sont venus, voilà, les Maliens. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, ils se réunissent et chacun fait la part de ce qu'il a à faire. Non seulement il y a un apport en compétences, mais il y a aussi un apport en financement. Souvent, je m'amuse à faire des calculs. Une société en France, une société anonyme, il faut 40 000 € pour constituer une société anonyme. Mais les gens n'imaginent pas ce que représente une société anonyme en termes de levier. Vous bloquez 40 000 francs, 40 000 €, excusez-moi, dans un compte, ça vous permet de lever du financement pour vos projets. La banque vous accorde beaucoup plus que 40 000, sachant que vous allez rembourser par. Or, 40 000 francs, qu'est-ce que c'est? Il y a combien de personnes dans cette salle? 40 000 €. Il y a combien de personnes? Il y a 40 personnes? Pour 1 000 €. Il y a
Il y a 40 personnes à peu près. Mais 40 000, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 100 € que chacun dépose dans un compte pendant 10 mois. À la fin, vous avez déposé 1 000 €. Parce qu'on ne vous demande pas, lorsqu'on constitue par exemple une société, on ne vous demande pas de déposer les 1 000 € en une fois. En réalité, on vous demande de les déposer la moitié pour la première fois, pour la première année, et le reste sur 5 ans. C'est des choses en fait qu'on ignore et qui fait en sorte qu'on reste bloqué. On ne sait pas, c'est pas qu'on ignore. Qu'on ne sait pas. Non, enfin, ignorer au sens où c'est pas volontaire. Ce sont des choses qu'on ignore et qui font en sorte qu'on reste bloqué. Or, ce sont les choses que les Juifs, les autres ont compris. Je vous le dis. Même les Camerounais. Même les Camerounais. Voilà. Vous savez, j'ai eu la chance de... J'ai un collègue qui était à Rungis et qui m'a appelé et qui souhaitait que je vienne lui apporter ma contribution pour le développement de son cabinet d'achat. Il est acheteur à Rungis. C'est un Gabonais, hein, un de mes collègues. Comment faire pour que des produits africains puissent être commercialisés dans les supermarchés? Je parlais à l'époque, parce que je constatais que la banane et, tout le reste, et les ananas et tout ça étaient commercialisés Chinois. Hein, uniquement à Château-Rouge, dans les magasins exotiques. Et puis, ce monsieur m'a dit, vous savez, ne vous compliquez pas la vie. Vous, les Africains, vous voulez inventer le beurre à couper, le fil à couper le beurre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ne vous compliquez pas la vie. Contentez-vous de copier ce que vous voyez. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Contentez-vous de copier ce que vous voyez. Voilà. Et se contenter. Il m'a pris un exemple. Il m'a présenté ses produits. Prenons le cas de l'ananas. Il m'a dit, bon, si vous présentez l'ananas tel quel, un peu comme nous on le récupère au Gabon, tel quel, vous le récupérez et puis vous le jetez dans la voiture, et ça arrive jusqu'à Libreville, aucun magasin n'arrivera à le prendre. Mais par contre, si vous prenez la peine, dès la récolte, de mettre votre ananas dans un carton, bien emballé, et qu'il arrive comme ça, non seulement à Libreville, mais qu'il arrive comme ça sur la place de Paris, ne vous inquiétez pas, votre ananas sera vendu dans les supermarchés. Lorsqu'il me l'a expliqué, je l'ai écouté et j'ai pris la peine d'aller regarder ce qui se passe. Bon, il se trouve que depuis là, il y a eu des Gabonais qui se sont investis dans ce secteur d'activité et qui vendent de l'ananas juste au supermarché qui est à côté de chez moi. Et parmi ces Gabonais, il y en a un par exemple, dont qu'on appelle ça, le magasin ne veut plus se débarrasser. Le magasin, en fait, ce n'est même pas le magasin, ce sont les clients qui l'imposent. Parce qu'il a su convaincre finalement le public, non seulement d'apprécier l'ananas, mais à plus forte raison, sa façon de faire. En fait, il a réussi à s'imposer. Et ce jeune homme passe beaucoup de temps à former d'autres Gabonais, d'autres personnes. Voilà. Et parmi d'autres exemples, moi-même, dans la foulée, je me suis dit, mais en fait, bon, il y a eu mon ami, moi-même, j'ai fait une démarche de création d'entreprise. Je suis allé me déclarer comme négociant. Mais c'est toujours dans cette logique qui consiste à copier ce que les autres font. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire des choses ne tient pas uniquement soit à la parenté, mais elle tient aussi au fait que, dans le fond,
est-ce que nous avons l'argent nécessaire pour faire ce que nous avons envie de faire? Et si nous n'avons pas cet argent, pour quelle raison nous ne l'avons pas? Il faut reconnaître une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui soit ont un emploi stable, mais ont un revenu relativement faible, tellement faible qu'ils n'arrivent pas à dégager une épargne, soit peuvent avoir, soit non, ont un emploi précaire. Ils peuvent avoir un montant de revenus relativement élevé et avoir une situation qui est un peu plus difficile. Et il y a encore une autre catégorie de personnes qui, même s'ils ont de l'argent ou un emploi stable, ont du mal en fait à s'investir de manière continue. Moi j'ai vécu des expériences. Il m'est arrivé de sortir, que ce soit en France ou au Gabon, de l'argent à mettre à la disposition des gens disant, écoute, voilà telle somme d'argent pour que tu essayes de t'en sortir. Mais je n'ai jamais eu de résultat. Au Gabon, j'envoie de l'argent. Je dis, écoute, il y a même un complexe. Parce que quand j'envoie de l'argent, je dis, écoutez, prenons le cas de Port-Gentil, où il y a un gros besoin de produits alimentaires, même de produits finis. Je leur dis, bon, écoutez, tenez 300, 400 000, allez acheter des sacs de manioc à Lambarénie qui coûtent 12 000, et les commerçantes de Port-Gentil vous le rachètent à 20 000 au minimum, 22 000, dans certains cas 28 000. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu de feedback qui me laisse penser que ces personnes, comme toi au moins tu as eu ce résultat, mais je n'ai jamais eu de feedback qui me laisse penser que ces personnes ont mis en pratique rigoureusement le plan qu'on a mis à leur disposition pour qu'elles s'en sortent. Donc, ça m'amène en fait à me dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'organiser peut-être autrement. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle un registre du personnel. Nous, on peut innover en disant, désormais, l'organisation que nous mettons en place doit commencer par avoir un registre des membres de la diaspora. De telle façon que dans ce registre, on ait les noms, prénoms, villes, professions, formations, de telle façon que lorsqu'on a besoin de certains d'entre nous, on sache à qui s'adresser. Lorsque tu parlais de point focal, on a besoin d'un point focal à Libreville, mais en fait on a besoin de points focaux ou d'un point focal en France. Au moins un sur Paris et si possible un point focal dans chaque ville. Et je pense que si on arrive à avoir ne fût-ce que ce registre, peut-être qu'on arrivera à se contacter un peu mieux et peut-être qu'on arrivera à s'organiser davantage, de manière plus efficace. Je sais qu'il arrive de fois qu'on appelle quelqu'un et que la personne dise « Oh non, je suis occupé ». C'est pas grave. Si on a un registre, on saura qu'il y a peut-être 3, 4 ou 5 personnes qui ont des compétences dans tel domaine et qu'on peut utiliser. Hein? Je vais terminer avec... je termine avec ce point et j'arrive un peu sur le point concernant la question que tu as posée. Est-ce que nous sommes... Ghislaine, hein? La paix au Gabon existe-t-elle ou pas? Voilà. Je vais te répondre en étant un peu provocateur. Je vais te dire, oui, la paix existe. Et la paix existe depuis 1910. Mais en réalité, depuis 1910, on a vécu ce qu'on appelle la pacification militaire. Le territoire gabonais est un territoire qui a été pendant longtemps sous administration militaire. Et on a retiré l'armée, pas de l'ensemble du territoire, mais juste, on a maintenu juste les bataillons français ont été maintenus à Libreville, uniquement pour pouvoir intervenir au cas où les rebelles, ceux qui étaient considérés comme les rebelles, voilà. Alors,
cette administration, ce mode d'organisation fait en sorte que pendant toute la période coloniale, on a vécu comme ça. Et à côté, en fait, de ce bataillon, on a connu ce qu'on appelle des politiques paternalistes. C'est-à-dire, ce sont des politiques où on nous privait de la capacité d'initiative. Moi, j'ai un oncle, mon grand-oncle qui était courtier. Il aimait bien acheter des produits à Port-Gentil et revenir. Mais on a mis en place un dispositif juridique qui fait en sorte qu'il ne pouvait pas se déclarer comme courtier au même titre qu'un blanc, par exemple, qui le faisait. Lui, on le considérait comme étant au service de ce blanc. Mais le problème qui se pose, c'est que ça ne s'arrête pas à la colonisation. Le même dispositif est transféré entre les mains de l'État gabonais et en mettant en place ce qu'on appelle le régime présidentiel, en fait, on transfère au président de la République les mêmes droits, les mêmes prérogatives que celles qui étaient dévolues au gouverneur de la colonie. Il a pratiquement le droit de vie ou de mort et il gouverne en s'appuyant non pas sur la justice, mais sur l'armée. Donc nous sommes en fait sur un territoire où le gouvernement est essentiellement militaire. Le gouvernement civil est un habillage. Donc on sait maintenant, considérons maintenant que nous sommes dans un pays où la paix est une paix armée. Bon, c'est une paix imposée par l'arme, par des armes. Dans ce cas de figure, où nous savons que nous sommes face à ce type de paix, et nous arrivons aux élections, est-ce que nous avons envie de continuer dans le même régime? Autrement dit, quel genre de paix nous voulons? Est-ce que nous voulons toujours cette paix imposée par le moyen des armes? Ou est-ce qu'un jour, nous souhaitons que la paix que nous voulons vivre soit autre que celle-là? Et dans ce cas de figure, quels moyens nous nous donnons? Parce que les élections que nous allons avoir le 27 ne vont pas régler ce problème. Moi, quand j'ai suivi José dans la fédéralitude, c'est parce qu'il y avait une piste qu'il ouvrait. Mais ce que je regrette, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu un lobby suffisamment puissant pour nous amener à peser lourd sur tous les candidats de telle façon qu'ils comprennent que le pouvoir ne doit plus être concentré entre les mains d'une seule personne, comme à présent, mais doit être redistribué au peuple. Les pistes qu'ils donnent, ce sont en réalité des pistes qui permettent de faire en sorte que, même après les élections présidentielles, même après que un président ou un groupe d'individus ait prêté serment, eh bien, ces individus comprennent que ce ne sont plus eux qui ont la faculté de licencier des ministres, mais que ce sont plutôt les citoyens qui ont la faculté de les licencier même pendant la durée du mandat. C'est l'intérêt en fait de la fédéralitude. Faire en sorte que les citoyens continuent de contrôler l'action du président même pendant la durée du mandat. Et l'intérêt même de la fédéralitude, c'est que la décision ultime pendant la durée du mandat n'est pas du tout celle du président de la République ou de l'exécutif. Mais la décision ultime, c'est en fait le référendum. Lorsqu'on n'est pas d'accord, eh ben, on met en place le dispositif de référendum pour pouvoir savoir de quel côté penche le peuple. Et c'est la décision du peuple qui s'applique. Voilà, je vous remercie. J'attends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Que Dieu m'accompagne lorsque le jour se lèvera, car ma vision me redonne espoir. Fais vivre mon enfant au-delà, si c'est né à l'essentiel, bien au-delà. Air Chris Mer.